discours qui était aussi sa leçon inaugurale, affirmait qu'il y avait un lien entre langue et pouvoir. Roland Barthes surenchérit sur Foucault. Mais là n'est pas la critique d'Hélène Merlin-Cajal. Elle écrit « Dans sa leçon, une fois dénoncé le supposé fascisme propre à tout système linguistique, le seul exemple fourni par Barthes est celui de la langue française décrite selon ses règles classiques, c'est-à-dire postérieures à la réforme de Malherbe. » Malherbe, c'est donc un réformateur et un grammairien du XVIIe siècle. Car pour Barthes, comme pour Foucault d'ailleurs, c'est le classicisme qui est la cause de la suggestion de la société, du contrôle à outrance social, auquel évidemment ils incitent à se libérer. Donc il écrit « Dans notre langue française, je suis astreint à me poser d'abord en sujet avant d'énoncer l'action qui ne sera plus dès lors que mon attribut. Ce que je fais n'est que la conséquence et la constitution de ce que je suis. De la même manière, je suis obligé de toujours choisir entre le masculin et le féminin, le neutre ou le complexe me sont interdits. De même encore, je suis obligé de marquer mon rapport à l'autre en recourant soit au tu, soit au vous. Le suspens affectif ou social m'est refusé. » C'est le texte que je vous ai lu tout à l'heure, n'est-ce pas ? Ce qui est ici fasciste, écrit Hélène Merlin-Cajal, parce que, appartenant à la structure, ce sont les traits mêmes, construction directe ou ordre naturel, et absence d'équivoque, de ce que Barthes appelait, dans Critique et Vérité, l'idiome sacré, c'est-à-dire ces traits longtemps isolés et célébrés comme caractéristiques de la clarté de la langue française. Vous connaissez ces vers de Boileau. Ce qui se pense bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire viennent aisément. Hein, c'était devenu... il y avait une identification en fait entre la langue française, la clarté de l'énonciation, mais aussi la clarté de la pensée. C'est ce que Barthes, Foucault et ce courant de pensée remettent en cause. Pourtant, Barthes n'ignorait pas que ces caractéristiques n'étaient pas des faits structuraux au sens où ils auraient échappé à l'action volontaire des locuteurs. Dans un entretien de 1971, il dénonçait dans le classicisme une prise de pouvoir sur la langue, non un système au sens saussurien du terme, rappelant que, selon Lacan, une expression française comme « ce suis-je » correspond à une structure de type psychanalytique, donc en un sens plus vrai, et que c'était une structure qui était possible dans la langue du XVIe siècle. Il proposait d'ouvrir un procès. Il cite Barthes. Ce procès devrait partir évidemment d'une condamnation de ce qu'il faut bien appeler le classicocentrisme, qui, à mon avis, marque encore maintenant toute notre littérature, notamment pour ce qui concerne la langue. Donc, Barthes fait le procès de la langue classique. La dénonciation de la langue classique ne cessera plus. Non seulement l'idée classique de la langue, idée politique, était liée aux yeux de Barthes à une culmination de pouvoir. Le classique latin, c'est le pouvoir latin ou romain, écrit-il. Le classique français, c'est le pouvoir monarchique. Donc il assimile le classicisme, le style classique, à la monarchie. Mais elle représentait aussi la langue la plus contraire à l'esthétique de la modernité, la plus hostile au règne du signifiant, la plus difficile à désaliéner, la plus négatrice en somme de l'être profond du langage, comme pour Foucault. Le moment de la fixation classique figurait pour Barthes le moment de la trahison du langage, avant que celui-ci ne soit tout entier déclaré langue fasciste. Ainsi, l'énoncé fracassant et apparemment universel de la leçon peut être considéré, à la lecture de l'œuvre de Barthes, comme la généralisation d'une dénonciation, jusque-là circonscrite au cas particulier de la langue française classique, décrite dans son histoire, sa genèse. Au départ, donc, Roland Barthes, comme Foucault, dénoncent un style classique, la langue classique, et font la critique du pouvoir qui lui est associé. Dans la leçon, Roland Barthes généralise cette critique de la langue classique à la langue tout entière.
la langue tout entière devient le lieu d'un pouvoir. Et par conséquent, il faut libérer la langue de ce pouvoir oppresseur dans l'esprit de Barthes, ou dans l'esprit d'un Foucault, ou dans l'esprit d'un Bourdieu, qui a écrit quelques années plus tard ce que parler veut dire, dans le même esprit, en associant la langue et le pouvoir, dans le même esprit. Cette critique récurrente a fini par devenir un signe de reconnaissance. Attaquer le français classique signale qu'on est de gauche, tout comme le célébrer signale qu'on est de droite. Et dans ce livre, dans cet essai, à partir de la critique de Roland Barthes, Hélène Merlin-Cajman va montrer comment, à travers les manuels scolaires, à travers les sujets au concours du bac, au concours de l'éducation nationale, mais aussi à travers la littérature pour enfants, le trait critique qui caractérise la pensée de Barthes, de Foucault ou de Bourdieu, à savoir l'association entre la langue et le pouvoir, contamine, jusqu'à encore aujourd'hui, tous ces lieux éducatifs. Manuel scolaire, examen au concours, littérature pour la jeunesse. Autrement dit, c'est des générations entières qui sont formées sur ce modèle-là, qui loin finalement, qui était sans doute subversif à l'époque, mais qui loin maintenant d'être subversif, est devenu la norme. Qu'est-ce qui se passe si la révolte est devenue une norme? Il est probable qu'une grande partie des problèmes qu'on rencontre en France, issus du système éducatif, viennent de ce que décrit Hélène Merlin-Cajman dans ce livre. Jusque dans ses conséquences les plus graves et les plus tragiques. Voilà donc la dernière critique qu'on pouvait opposer à la pensée de Roland Barthes. Je m'arrêterai là-dessus en rappelant la problématique que j'avais proposée au début de cette conférence, à savoir que reste-t-il finalement après ces strates de critique de la pensée de Roland Barthes? Est-ce qu'on peut, comment le lire encore? Est-il encore valide, sa pensée est-il encore valide de nos jours? Sachant que la sémiologie, paradoxalement, qui s'étend de l'urbanisme à la médecine, si vous lisez l'aventure sémiologique par exemple, il y a une sémiologie de la médecine, il y a une sémiologie de l'urbanisme, il y a une sémiologie évidemment du vêtement. Bref, c'est une discipline qui couvre un grand nombre de disciplines scientifiques. Cette discipline-là va à l'encontre du mouvement de la science elle-même qui va, elle, vers la spécialisation. Quand on fait de la science, on se spécialise. On n'ouvre pas grand son parapluie. Alors que peut-on faire avec cette sémiologie qui va à l'encontre du mouvement? C'est une forme peut-être, c'est paradoxal, mais c'est aussi une forme de résistance à, pour ma part, une forme de spécialisation qui est aussi peut-être nuisible par certains aspects, néfaste, je veux dire, pour la pensée. Que reste-t-il de Roland Barthes? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a malgré tout un mouvement de dissémination qui fait que la pensée de Roland Barthes, tant dans son aspect critique littéraire que dans son aspect pensée et idéologie, peut être disséminée dans d'autres approches. La narratologie, par exemple, de Barthes ou de Todorov en sont l'expression contemporaine. Pourquoi la sémiologie n'a pas survécu, survit difficilement? En 1999, il y a eu la publication d'un livre de Klickenberg qui s'appelle Traité de sémiologie générale, qui est une sorte de synthèse sur ce qu'est la sémiologie, mais finalement, on ne voit pas énormément de produits de cette discipline dans les librairies. Donc c'est une discipline qui, à l'inverse, je sais pas moi,
les disciplines traditionnelles de la linguistique ne fait pas, ne séduit pas les chercheurs, très peu. Une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas peut-être, c'est parce que dans la sémiologie c'est associé à des disciplines qui sont peut-être moribondes encore. Le marxisme par exemple. Le marxisme était à la mode dans les années 70, il n'a évidemment plus la même portée. La psychanalyse de même. La psychanalyse n'a pas encore démontré sur un plan scientifique la validité de ses recherches. Ce que je dis là, j'imagine que cela pourrait choquer certains. Mais plus encore, qu'est-ce qui fait que Roland Barthes est lisible encore maintenant? C'est peut-être qu'il y a une tension en fait dans ses écrits entre deux choses. D'une part, une pulsion vers la grille de lecture, vers la pensée de système, et d'autre part, une tension vers la pulsion d'écriture, vers le trait stylistique, ce qu'il appelle le haïku. Et c'est pour ça que le haïku n'est pas le propre simplement du Japon, mais peut avoir une valeur théorique et esthétique indépendamment de la référence géographique au Japon ou à la culture japonaise. Pour Roland Barthes, le haïku est plus qu'un simple poème, c'est aussi une manière de voir le monde, de capter le pli du monde, ce qui tombe, ce qui fait sens, ce qui est imperceptible, la nuance. Et c'est peut-être pour ça que le système de la mode est une exception finalement pour son œuvre, parce qu'il a cherché à dépasser très rapidement l'aspect théorique pour essayer de capter, et c'est ce qui fait son originalité. Ce qui le caractérise, c'est pas tellement la pensée de système finalement, mais c'est l'intuition. C'est pour ça qu'il est plus programmatique que systématique finalement, comme le disait Jean-Marie Schaeffer. Bref, que reste-t-il de Roland Barthes? D'abord, historiquement, une formidable aventure intellectuelle, et d'autre part, une écriture qui, elle, est atemporelle. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions à poser à M. Moreau? Attendez, je veux juste vous dire que nous avons en fait ici des tickets de cinéma à vous offrir pour les 4 premières personnes qui posent des questions. Ce sont des films français, La vie en rose et les chansons d'amour qui vont repasser dans la semaine prochaine. Et vous êtes les bienvenus à les comprendre. Bon, je vous en prie. Vas-y. Moi j'ai pas de question, j'ai un commentaire. Est-ce que tu as un commentaire? On a un ticket aussi ou pas? Oui. Le premier commentaire que je voudrais faire, c'est que j'aime beaucoup la projection des ombres chinoises des roses sur les pages projetées de l'arc. C'est très délicat. C'est un peu raté là. Non, c'est très bien. C'est peut-être la seule chose de réussi dans, mais à l'origine ça devait être un soutien pour le public pour qu'il puisse suivre plutôt des lectures. Je vais mettre un bémol un petit peu quand même à votre commentaire sur la critique la dernière critique que vous avez énoncée sur le texte comme le langage comme fascisant. C'est plus peut-être comme autoritaire que dans le cas de Barthes, vous devez entendre ce terme-là. Il est évident que pour Barthes, le langage, c'est un formatage. Si c'est un formatage, on ne peut pas communiquer. On est obligé de parler tous de la même façon, de façon à se comprendre. Il y a un texte qui est dans je crois qu'il est dans le plaisir du texte, qui expliquait également, qui était assez joli. C'est sur la difficulté d'exprimer la profondeur d'un sentiment. On ne peut pas l'exprimer de façon spontanée, parce que quand on parle de façon spontanée, on utilise des mots formatés.
on ne peut l'exprimer que par un dur travail littéraire. Et donc c'est peut-être là-dedans qu'il faut chercher, plutôt que dans une critique sur une référence entre guillemets au fascisme. C'est plus sur la difficulté de pénétrer un texte, d'utiliser le langage comme que le langage doit être toujours travaillé de façon littéraire et profonde pour être le plus juste possible. Moi, je le comprends comme ça. Oui, vous avez raison. Alors les positions de Barthes à l'égard du langage, en particulier dans cette position radicale qu'il exprime dans la leçon inaugurale, est assez radicale, et il a des positions beaucoup plus nuancées sur la langue, notamment en opposant sur le modèle linguistique la langue et le discours. La langue étant, du point de vue de Saussure, l'outil linguistique commun à tout le monde, le discours, la version particulière, l'appropriation particulière de la langue par chacun des individus. Et donc, eh bien, la liberté qu'on a d'utiliser cet outil commun à tous. Là, cette première distinction-là nuance énormément la position radicale qu'il exprime dans la leçon. Et puis, comme vous l'avez dit, à plein d'égards, et d'ailleurs si on continue la lecture de la leçon, il dit qu'une manière d'échapper en fait au fascisme de la langue, c'est la littérature. Voilà, c'est ça. Cependant, l'expression la langue fasciste a servi de mot d'ordre à toute une génération. Et donc il y a derrière là les premiers prémices d'une idéologie naissante qui va faire des ravages. Alors, et c'est, enfin, ceci dit, c'est pas moi qui le dis, c'est pour vous en convaincre, je vous invite à lire ce livre-là. La langue est-elle fasciste? J'ai fait des études d'architecture à une époque où le structuralisme et la sémiologie, c'était les deux mamelles de la pensée. On ne peut pas faire autrement. Ouais. C'est une critique que je fais à la sémiologie, en fin de compte, c'est que c'est un très bel outil de compréhension a posteriori. Pour projeter, pour créer, pour entrer dans le projet, c'est un outil très contraignant et très lourd à utiliser. Ou bien alors c'est un outil très réducteur. Je vois par exemple l'architecture postmoderne comme un enfant de la sémiologie, où on recherche toujours le référent historique avant de rentrer dans le projet. Et l'architecture postmoderne a fait long feu, elle a tenu une quarantaine d'années, puis maintenant elle a disparu. Là, je suis d'accord, on pourrait dire la même chose. Réducteur d'un côté et contraignant de l'autre, je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est oui, c'est une des raisons pour laquelle. Mais alors, est-ce qu'il en reste quelque chose de ça? Absolument. Il en reste en tout cas un excellent outil de regard sur ce qui a été produit. Mais peut-être pas un outil pour rentrer dans la production. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais à la fin, finalement. Il y a une valeur historique, c'est-à-dire qu'on peut suivre, en lisant les textes de Roland Barthes, au moins on peut suivre au moins une aventure intellectuelle prodigieuse. De toute façon, c'est une aventure intellectuelle qui commence bien avant. Revoir écrivant on n'est pas femme, on devient, fait de la sémiologie. Oui. Je ne sais pas si c'est un partage, mais pour le voyage de 1974, cette année-là, en fait, tout le groupe de guerre, en fait, tout le monde a produit quelque chose. Et bon, il y a Michel Lewis, Sartre a écrit quelque chose, Simone de Beauvoir a écrit aussi quelque chose, et Kristeva aussi. Tous ont produit quelque chose. Mais ce que je trouve très marrant, en fait, à mon avis,
Barthes a très bien compris qu'il ne pourrait pas écrire grand-chose de ce voyage, en fait. Du coup, en fait, je ne sais pas si vous avez lu ça, si tu as lu, de même sens, j'ai senti qu'il a une ironie dans son texte. Parce qu'il savait que de toute façon, il ne pourrait pas faire grand-chose avec ce voyage. Michel Leris a essayé de tenir un journal de voyage, mais finalement, il a abandonné son projet d'écrire quelque chose de sérieux. Mais je crois que Barthes a bien senti, parce que tout le voyage était très bien cadré par le communiste de l'époque. Du coup, en fait, ils sont pas à leur liberté de voyager ou de faire des visites. En fait, tout est officiel, tout est bien guidé. Mais je pense on sent bien en lisant les cartes, c'est pour ça que c'est un document intéressant, on voit bien qu'il est bloqué, qu'il n'a que face de lui une propagande, et comment, dans le contexte intellectuel dans lequel il se trouvait de l'époque, comment pouvait-il faire émerger quelque chose de positif de ce voyage? Il n'y arrive pas, il n'y voit que de l'ennui, des briques, des briques, des briques. C'est pour ça dans son livre, en fait, on sentit son ironie. En fait. C'est vrai. Et si on veut comparer le même voyage, on peut prendre le livre de Pauwart parce qu'elle est une bonne étudiante et écrit à la ligne de tout le voyage avec toutes les documentations précises. Et ça, c'est à voir, à partager parce que c'est très intéressant. De voir, d'un côté, il y a une qui a vraiment noté ligne par ligne toutes les documentations, et de l'autre côté, Michel Leris et Barthes, ils sont comment on dit, ils sont dans beaucoup plus sceptiques, distanciés, ironiques par rapport à ce qui est. Donc les deux voyages, enfin le même voyage, mais tous ont produit des choses vraiment très différentes. Vous avez aussi dit que le carnet de voyage de Roland Barthes, il n'a jamais voulu que ce soit publié. Oui, c'est exact. Donc et à la fin, le dernier passage que je vous ai lu, il dit textuellement qu'il ne va rien pouvoir en faire sinon de l'anthognonie, c'est-à-dire simplement mettre bout à bout ces carnets, qu'il ne pourra pas en faire une œuvre. Il dit approuver, discours impossible, critiquer, discours impossible, décrire un séjour en vrac, ce serait tout ce qu'il pourrait à la limite faire. Et donc il n'en fait rien. Il n'en fait rien. Sinon, cet article pour Le Monde, qui est de la pure langue de bois. Et pour le coup, qui justifie le fait que Simon Leys lui tombe dessus. Et le critique de manière très virulente. En revanche, c'est là où je voulais apporter une nuance, c'est que la critique de Simon Leys aurait pu être un peu plus indulgente à l'égard justement de cette ironie, de cette distance qu'on trouve dans ces carnets. J'ai très peu eu de Roland Barthes, c'était très intéressant. Il y a une question curieuse de savoir si, puisque Roland Barthes se place par rapport aux signes et propose de lire Le Monde décrypté en termes de signes, si à l'issue de son voyage, il a publié ses carnets en Chine, il avait une réflexion justement sur la langue chinoise qui fonctionne aussi par signes et dont la dimension autoritaire, voire fascisante, peut être ressentie de manière beaucoup plus forte finalement que dans notre langue alphabétique abécédaire. Est-ce qu'il avait eu une réflexion sur ce système linguistique qui est très étranger du nôtre et qui fonctionne finalement par une structure qu'il a revendiquée, qu'il a construite comme un outil de lecture du monde par la suite? Alors deux choses. D'une part, il est absolument fasciné par le signe, le caractère, idéogrammatique entre guillemets. Donc il est fasciné par le caractère, mais c'est par le prisme japonais que ça passe, et pas par le prisme chinois. Quand il fait référence à la langue chinoise ici, il fait référence notamment aux dialogues qui ne sont jamais polémiques parce qu'il ne peut pas se le permettre, sur la langue, où il dit que où il parle de la vulgarisation de la langue, en fait, c'est-à-dire donc la réforme auquel la langue est soumise, donc à la simplification des caractères d'une part, et à la romanisation des caractères. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en pleine période Piling-Picong, il pensait à romaniser les caractères, et donc à abandonner les caractères, qui sont dans une phase révolutionnaire aiguë,
qui prévoyait la disparition Et complète des moyens. Et il entretient une réflexion. Et non, alors dans ce. Non, c'est ça qui est. Il y a pas de. C'est très peu réflexif, c'est simplement des parenthèses ironiques face à une description stricte de ce qu'il voit, qui c'est ennuyeux. Hein. Mais c'est un document qu'on peut utiliser sur. Et alors le Japon et le japonais. Ah, le japonais, alors je t'invite à lire l'Empire des signes, où là il consacre un chapitre entier au caractère, au trait, et le trait pour lui symbolise tout son état d'esprit en fait, c'est-à-dire l'envers de l'esprit systématique, la fulgurance, la pulsion, l'impulsion, le trait de génie. Dans le trait de caractère, il y a le trait de génie, tout ça confondu, et il y a le trait sémantique. Le trait de génie, le trait sémantique, le trait, évidemment, pour moi, ça m'est tout à fait. J'y suis très sensible.